va voyager, figurez-vous, Paris 2050. Il est premier adjoint à la mairie de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture du Grand Paris, des relations avec les arrondissements et de la transformation des politiques publiques. Rien que ça, monsieur Emmanuel Grégoire, premier adjoint au maire, que j'accueille sur scène, qu'on peut accueillir, premier adjoint de la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire. Soyez le bienvenu sur scène. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Ravi de vous retrouver. Merci beaucoup de cette invitation renouvelée au Sustainable City Summit. On est au cœur d'une actualité absolument révolutionnaire. Monsieur le maire, vous venez de l'évoquer, le ministre l'a évoqué également. Il faut que nous prenions la mesure de ce qui se passe. Et si la prise de conscience est réelle, les conséquences sont absolument vertigineuses. Elles sont vertigineuses, y compris dans la conscientisation des citoyens que les épisodes climatiques renouvelés, accélérés et de plus en plus graves auxquels nous sommes confrontés imposent une action rapide. Et le temps de l'urbanisme n'est pas un temps rapide. Et on est dans une forme de paradoxe et de maturation intellectuelle et d'instruction technico-administrative qui fait y compris que nous sommes aujourd'hui porteurs de projets urbains qui ont été pensés il y a 15 ans, validés politiquement il y a 10 et mis en œuvre aujourd'hui, et ils sont parfois incontestablement en décalage par rapport aux objectifs que nous portons désormais. Quand je dis nous, ce n'est pas un sujet ville de Paris, c'est, je crois, un sujet qui nous rassemble. J'ai l'occasion, à travers la métropole du Grand Paris, à travers les associations d'élus où nous échangeons beaucoup sur ces sujets, l'occasion de rencontrer de très nombreux maires qui partagent les mêmes éléments. On va beaucoup parler d'écologie aujourd'hui, mais je voudrais d'abord parler de logement. Je voudrais parler de logement parce que la plus grave crise qui couvre dans notre pays, c'est celle du mal-logement. Il faut prendre la mesure qu'entre un certain nombre de contraintes démographiques, j'y reviens dans un instant, entre la question déjà de la précarité du logement et le rappel que chaque jour, 150 000 personnes sont hébergées en hébergement d'urgence en Ile-de-France. Tout est absolument, totalement saturé. Et nous n'avons plus les filières d'aval. Nous n'avons plus les filières d'aval, que ce soit sur les structures d'hébergement d'urgence pérennes, mais nous n'avons plus non plus les structures d'aval suffisamment produites en matière de logement, que ce soit de l'accession à la propriété, du logement intermédiaire ou du logement social, et tout ayant un effet de vase communicante, moins vous produisez de logements normaux, plus ça a un impact sur les autres compartiments du stock de logement. Vous rajoutez une complexité supplémentaire, et je le dis puisque c'est au cœur de la journée, nous avons 2 documents majeurs de la ville de Paris qui sont en cours de révision. D'abord, le plan local d'urbanisme, dit PLU bioclimatique, et je dirais pourquoi cette dimension bioclimatique est fondamentale, et la révision du plan climat air énergie territorial qui s'étalera, je le lancerai la semaine prochaine, sur un peu plus d'1 année et demie, qui vise, vous le savez, à évaluer et corriger la trajectoire de l'empreinte carbone à l'horizon 2050, avec cet objectif qui est un objectif national des accords de Paris de neutralité carbone 2050. La crise du logement est renforcée par des éléments démographiques qui sont très puissants et qui sont très sous-estimés. La question de la baisse de la natalité, la question de l'allongement de la durée de la vie, la question des modes de vie et notamment des cohabitations fait qu'il y a un effondrement continu du taux d'occupation des logements. Les logements sont de plus en plus en situation de sous-occupation. Quelle est la conséquence pratique pour une ville, pour Paris ? Quand nous modélisons un scénario de stabilité démographique à l'horizon 2050, il faudrait que nous puissions produire 8000 nouveaux logements par an, par transformation ou par construction, mais il faut comprendre l'enjeu vertigineux pour simplement stabiliser la population compte tenu de ces facteurs démographiques. La deuxième urgence, et comme le ministre l'a qualifié fort justement d'injonction contradictoire, c'est la question de l'empreinte. Et si on réfléchit à cette question, c'est ce que j'essaie parfois d'expliquer à beaucoup d'élus parisiens, y compris de ma majorité, si on raisonne à l'aune d'une ville seule, on se trompe d'enjeu. Parce qu'il y a une approche un peu égoïste et que les effets de bord autour sont majeurs. C'est la fameuse dualité de la densité de la ville, de sa compacité versus l'étalement urbain. Ou pour le dire autrement, tous les gens que nous n'accueillerons pas à Paris pour y habiter, ils vont habiter ailleurs.
Et ces mécanismes de domino dans l'étalement urbain sont particulièrement problématiques. Et donc oui, construire un bâtiment dans une ville, ça produit plus de carbone que de ne pas en construire, mais construire un bâtiment dans une ville déjà dense, c'est une empreinte de carbone bien inférieure si on construisait le même bâtiment à l'extérieur, loin, notamment non distribué. Que ce soit d'ailleurs en empreinte carbone pure sur le plan architectural et construction. J'ai l'habitude de dire un bâtiment de 50 mètres, ça a un bilan carbone inférieur à 2 bâtiments de 25 mètres en termes d'empreinte carbone globale par rapport notamment aux habitants. On peut changer dès qu'on franchit des effets de seuil qui changent les normes, etc. Mais la question de la densité, c'est pas moi qui le dis, je ne suis pas un spécialiste des modélisations climatiques, c'est le GIEC. Il le dit très clairement, la question de la densité de la ville, et sans vouloir en faire un modèle de vie pour l'humanité tout entière, on sait déjà que l'empreinte carbone d'un urbain est bien inférieure à l'empreinte carbone, au bilan carbone de quelqu'un qui habite en zone rurale. Comment on fait pour concilier cette ligne de crête entre la nécessité de produire, de construire des logements avec l'impératif environnemental? Et ce défi environnemental, il est absolument majeur. Et Paris, comme bien d'autres villes, n'est pas encore adapté à ce choc climatique. Les villes denses, en particulier les villes denses européennes, sont extrêmement minérales, vous le savez. Il y a une particularité à Paris qui est un déficit historique en espace vert, mais c'est aussi au périmètre très restreint du calcul dans lequel on le fait, parce que dans l'hypercentre de Paris, il y a peu d'espace vert. On est grosso modo un peu plus de 8 mètres carrés par habitant en comptant les deux bois de Vincennes et bois de Boulogne. Mais quand on compare au Grand Londres, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque évidemment les zones géographiques ne sont pas les mêmes et les histoires urbaines ne sont pas les mêmes. Mais nous avons plusieurs problèmes à régler. Nous devons trouver plus d'espace vert. Pour atteindre les 10 mètres carrés qui font un peu référence en la matière, même si c'est une norme contestable, enfin, fixons-nous cet objectif, il faut faire 300 hectares d'espace vert à Paris. Outre le caractère vertigineux sur le plan financier de cet objectif, il y a la question de la crédibilité de sa faisabilité. Et donc, on va devoir trouver dans notre futur PLU bioclimatique les réserves pour ce faire. D'abord, protéger ce qui existe. Donc, nous nous engageons dans des mesures de protection extrêmement fortes des espaces de pleine terre qui existent. Travailler sur la morphologie des schémas de densification pour faire en sorte qu'ils ne touchent plus les cœurs d'immeubles, mais qu'ils soient plutôt dans des stratégies d'adossement et de comblement par surélévation sur des zones qui existent. Et troisièmement, les espaces privés ou les espaces de propriété publique ne suffiront pas, et c'est aussi dans l'espace public que nous devrons trouver ces espaces de respiration, d'où la politique, vous le savez, de réduction de la place de la voiture dont nous faisons la promotion. Évidemment, j'adhère à ce que vous évoquez, Monsieur le maire, sur la question de la cohérence avec les plans cyclables, la circulation des transports en commun, etc. Peut-être vous mentionnez 3 innovations qui, d'abord, je l'espère, passeront les différentes étapes de contrôle de légalité, et puis ensuite qui inspireront positivement l'évolution de règles d'urbanisme. Nous travaillons sur 3 idées. Le premier, c'est un mécanisme de valorisation des externalités positives, ce qu'on va appeler l'Urbascore dans sa version plus populaire. C'est sur la base de 9 critères du Code de l'urbanisme visant, pour certains, la question des consommations d'énergie. Le deuxième grand bloc, c'est la question de la mixité fonctionnelle et sociale de la programmation. Et le troisième grand bloc, c'est la question de la végétalisation et de la nature en ville. On viendra créer une grille d'évaluation des projets urbains qui seront proposés. Il y aura des seuils pour chacun des 9 critères définis et il y aura des demandes de surperformance dans 3 de ces 9 critères, en laissant ainsi un peu d'agilité aux opérateurs pour le porter. La deuxième mesure peut-être la plus forte, c'est la question de protection du patrimoine vivant. La question de la protection des arbres est fondamentale. Le PLU actuel ne me permet pas beaucoup, le Code de l'urbanisme ne permet pas tout, mais la question de la protection des arbres est tout à fait fondamentale. Je ne suis pas dans une logique qui dit qu'il ne faut pas couper des arbres. Pas couper des arbres, c'est mentir. Mais en revanche, que nous ayons
des politiques extrêmement volontaristes de préservation dans tous les cas où c'est possible et de surcompensation dans tous les cas où ça ne l'est pas, sera évidemment très utile. La dernière, elle n'est pas parfaitement traitée ni par le Code de l'urbanisme ni par les plans locaux d'urbanisme, mais c'était incontestablement un sujet sur lequel les professionnels que vous êtes pour beaucoup d'entre vous sont très attendus, c'est la question des vertus de construction. La question des matériaux biosourcés, la question des matériaux géosourcés, est là aussi un sujet sur lequel on sera très attendu. Nous allons, dans les mois qui viennent, faire des modélisations précises de la trajectoire carbone, évidemment dans lequel la construction représente une part importante, mais évidemment pas la seule. Et nous allons essayer de définir avec le futur PLU bioclimatique les outils qui permettront de s'engager dans une neutralité carbone. Ça va être difficile, il va falloir faire beaucoup de pédagogie, ça va coûter plus cher, et pour vous, professionnels du secteur, et pour nous, puissance publique en consommation. Mais l'urgence est là, mais il faut aussi qu'on arrive à identifier des leviers de financement qui soient un peu plus simples à mobiliser. Et la promesse que nous voulons vous faire en parallèle, c'est qu'on veut aussi considérablement accélérer et simplifier les procédures d'instruction d'urbanisme. Nos projets urbains mettent tellement de temps à sortir que le monde change plus vite qu'eux et qu'ils sont obsolètes avant même d'avoir été livrés. Donc c'est aussi un objectif sur lequel nous devons travailler collectivement. Merci à tous.